J'ai toujours dit que Pixar était mon studio d'animation préféré, celui qui a créé la plupart des films de mon enfance, celui qui arrive le plus à m'émouvoir. En grandissant et en apprenant le métier d'animateur 3D, j'ai pu me rendre compte qu'en plus d'être excellents dans leurs propos, les films Pixar étaient aussi impressionnants dans leur animation. À chaque nouveau film, ils avaient systématiquement plusieurs coups d'avance sur leurs concurrents. Pour moi, ça ne faisait pas de doute, dans l'animation 3D, Pixar était le numéro 1 et de loin. Mais voilà que le studio s'est mis à produire de moins en moins d'histoires originales, au détriment de suites parfois réussies, parfois carrément dispensables. Et si la qualité de leur production est restée globalement élevée, j'ai l'impression que ces dernières années, Pixar est en train de perdre sa place de numéro 1. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on va parler d'Elio, mais il faut d'abord qu'on analyse la trajectoire de Pixar sur ces 5 dernières années. Vous vous souvenez de Soul ? Un film qui mêlait musique de jazz et changement de corps, un film qui montrait un New York vivant à 100 à l'heure avec un réalisme rarement atteint dans l'animation, un film qui nous rappelait avec intelligence qu'il faut savoir apprécier les petits plaisirs de la vie, aussi simples soient-ils, un film qui est peut-être le dernier représentant en date de l'excellence à la Pixar. Si le studio a placé la barre très haute pendant ses premières décennies, cette dernière entamée depuis 2020 semble être la pire. Et oui, pour moi c'est bien en 2020 que l'image de Pixar a commencé à changer. Rappelez-vous, Soul était déjà victime d'une sortie non pas au cinéma mais sur Disney+. Les cinémas étaient fermés à cause d'une certaine pandémie et on pouvait donc penser que ça serait exceptionnel. Mais ce triste sort va également être réservé aux 2 films Pixar suivants, Luca et Alerte Rouge. Cette fois, pas l'excuse du Covid, on est purement et simplement sur une stratégie commerciale de Disney qui a voulu augmenter le nombre d'abonnés à sa plateforme en s'accaparant les Pixar. Et c'est dommage car rien qu'en sortant au cinéma, je suis sûr que ces films auraient été pris un peu plus au sérieux. Dans Luca, Pixar retrouvait une certaine fraîcheur en proposant un style d'animation assez particulier et en se concentrant sur une culture précise, en l'occurrence l'Italie. Une formule qui avait déjà bien fonctionné pour le studio avec notamment Ratatouille pour la France et Coco pour le Mexique. Luca, lui, nous plonge donc dans un petit village italien en bord de mer, dans des décors colorés et chaleureux. On y suit Luca, un jeune monstre marin qui découvre qu'une fois hors de l'eau, il peut prendre une apparence humaine. Il fera la rencontre d'Alberto, un autre monstre marin avec qui il va visiter le village, une activité dangereuse quand on sait que les habitants locaux chassent les monstres marins. Pour les personnages, Pixar a opté pour des designs très simplifiés et une animation qui tire vers le cartoon, donnant au long métrage un côté mignon et enfantin. Et rien qu'avec ce parti pris, le film a déjà sa propre patte artistique. Dans un univers 3D, c'est rare de voir des poses et des expressions ressemblant autant à de l'animation 2D. À côté de ça, si le style des persos est simple, le réalisme des textures est toujours aussi bluffant. J'en veux pour preuve cette assiette de trenette al pesto qui me met l'eau à la bouche. On peut souligner aussi les scènes de transformation en créatures marines qui, en plus d'être visuellement chouettes, ont été un vrai défi pour les équipes techniques. Pour le propos du film, très axé sur l'acceptation des autres et de leurs différences, je le trouve plutôt bien amené. Quand on sait qu'il fait écho à l'enfance du réalisateur Enrico Casarosa et à son amitié avec un certain Alberto, il ne fait aucun doute que le film a été créé avec les meilleures intentions possibles. Vous l'aurez remarqué, tout ce que je suis en train de dire là, c'est finalement très positif. Et pourtant, Luca reste dans les mémoires comme un petit Pixar. Pour le coup, en plus de sa sortie sur Disney+, qui n'a pas aidé, je pense que c'est aussi le design des personnages qui a collé ce film dans la triste case pour enfants. Ce qui n'est à mon avis vraiment pas le cas, et si vous en avez l'occasion, donnez sa chance à Luca. On continue le parcours avec le 3e et dernier Pixar à être sorti sur Disney+, Alerte Rouge. On y suit Maylin, une jeune sino-canadienne qui découvre qu'elle a hérité de la malédiction familiale, elle se transforme en panda rouge géant dès qu'elle ressent une émotion trop forte. On retrouve ici plusieurs qualités communes à Luca. On a déjà un style d'animation qui se veut un minimum innovant. Rien que l'intro un peu méta avec tout plein d'effets dynamiques, on sent tout de suite que Pixar essaye de proposer quelque chose d'un peu original. Tout au long du film, on aura plein de petites idées de réalisation, certaines rappelant les mangas, là encore ça donne une vraie patte artistique au film. Et on a d'ailleurs là aussi des beaux plans de nourriture. Pixar reprend un sujet universel, ici la puberté, mais pour le coup je le trouve pas super bien exploité. La métaphore du panda roux est amusante mais elle ne correspond pas vraiment à ce que représente la puberté. Quand Maylin se transforme, tout le monde est immédiatement super fan du panda et elle devient finalement plus populaire grâce à lui. En général la puberté c'est plutôt l'inverse, elle nous rend au contraire plutôt honteux. En plus de cette première thématique, le film essaye aussi de parler des relations mère-fille, souvent conflictuelles, mais aussi des traditions familiales. Et en multipliant les thématiques comme ça, je trouve que le résultat final est assez confus. Et on perd donc un peu l'impact du message, ce qui est d'habitude la grande force du studio. Donc après un film globalement perçu comme réservé aux enfants, ce Alerte Rouge, sorti on le rappelle sur Disney+, passe lui aussi pour un Pixar secondaire. On arrive donc en juin 2022, le Covid est derrière nous, Pixar va enfin faire son grand retour au cinéma, c'est le moment de reconquérir son public en montrant c'est qui le patron. Et à cette date-là, le film prévu sur le planning, c'est Buzz l'éclair. Ce film, il faisait plutôt envie sur le papier. L'idée c'était de découvrir le film original qui a poussé Andy à être fan de Buzz l'éclair et à acheter donc le fameux jouet / personnage qu'on connaît bien. Une idée qui semblait intelligente, mais quand on y réfléchit, ouais, peut-être pas tant que ça en fait. La question compliquée ici, c'est quel public est le mieux disposé pour apprécier ce film? On pourrait croire que c'est les enfants, puisque si c'est le film préféré d'Andy, eh bien Andy c'était un enfant quand il l'a vu. Sauf que non, a priori, le film il va surtout s'adresser à ceux qui ont suivi les aventures d'Andy et ses jouets depuis plus de 20 ans et qui seront contents d'avoir ce nouveau long métrage qui vient étoffer l'univers Toy Story.
Story. Sauf que du coup, les gens dont on parle là, quand le film sort en 2022, c'est plus des enfants ces gens-là. Et c'est là, je pense, tout le problème du film Buzz l'éclair. Il est très bizarrement ciblé. Bon après, ça n'empêche pas, le film aurait pu malgré ça être excellent. Mais je pense que ce point de départ un peu foireux n'a pas aidé à créer une œuvre vraiment unique. Si on résume grossièrement, c'est un film de science-fiction au mieux plutôt sympa, au pire carrément basique. Dans Buzz l'éclair, on retrouve donc notre ranger de l'espace envoyé en mission avec sa meilleure amie pour explorer une planète habitable. En découvrant que celle-ci est remplie de formes de vie hostiles, ils essayent de partir mais Buzz crache leur vaisseau lamentablement. Ils n'ont plus le choix que de déployer leur colonie sur cette planète le temps de trouver une solution pour en repartir. 106 millions de dollars de pertes, voilà le bilan estimé pour Buzz l'éclair. Le film n'a visiblement pas donné aux gens ce qu'ils voulaient. À mon avis, le gros de la déception porte sur le personnage de Buzz. Dans les trailers, on pouvait s'attendre à une version épique du Ranger de l'espace. Et on va pas se mentir, au final, il n'est pas spécialement attachant dans le film. On pouvait aussi s'attendre à découvrir sa jeunesse, comment il a fait ses classes, mais dès le début du film, c'est déjà un Ranger de l'espace chevronné. Donc si on n'est même pas là pour son origin story, le film part de base sur des rails un peu superflus. Et c'est vrai qu'au global, c'est pas un film qui va révolutionner le genre, ni de l'animation, ni de la science-fiction. Après, attention, personnellement, j'ai passé un bon moment devant ce film et j'ai quand même envie de rappeler certaines bonnes choses. Déjà, on aura le plaisir de retrouver plusieurs gimmicks de Buzz réadaptés pour l'occasion. Son journal de bord, son laser et bien sûr ses fameuses ailes dépliables. On apprendra même la fonction de certains boutons et éléments présents sur sa combinaison. Voilà le genre d'éléments qu'on attendait dans ce film. Et pareil, quel plaisir quand on voit apparaître la silhouette de Zurg. Personnage qui sera d'ailleurs pas mal revisité à l'occasion d'un twist que je ne spoilerai pas ici mais qui pareil n'a pas fait l'unanimité non plus. L'autre qualité qui m'avait marqué, c'est la séquence de saut dans le temps au début du film. Le montage est vraiment efficace et sans même avoir trop pris le temps de s'attacher au personnage, ça fonctionne. Et je pense que pour beaucoup, ça nous a rappelé la magnifique séquence de là-haut, même si on n'est pas sur le même niveau d'émotion. En bref, Buzz l'éclair, ça avait un gros potentiel, mais Pixar délivre ici un film assez neutre. Un film qui manque d'un côté vraiment épique et qui peine à s'intégrer réellement à l'univers Toy Story. À part les quelques passages que j'ai cités, je peux en témoigner, le film ne reste pas vraiment en mémoire. Bon, le retour au cinéma a été compliqué, on avance à l'année suivante pour voir si Pixar va se relever. On est donc en 2023 et Pixar revient cette fois sur ce qu'il sait faire de mieux, émouvoir son public avec des thématiques touchant autant les enfants que les adultes. Dans Élémentaire, on découvre un monde où les 4 éléments se mélangent et pas toujours en harmonie. On va suivre plus précisément une élémentaire de feu qui fait la rencontre d'un élémentaire d'eau. Une romance qui ne sera pas des plus faciles. Voilà un film qui retrouve un peu plus l'ADN Pixar que les précédents. L'histoire est assez bien construite, on a des beaux moments d'émotion, la démonstration technique est toujours époustouflante, et l'un des thèmes principaux du film sensibilise à un sujet plus que d'actualité, l'intégration dans une culture différente de la sienne lorsqu'on est un immigré. Maintenant, ce film a beaucoup de faiblesses qui l'empêchent d'atteindre le rang des grands Pixar. Déjà, on nous présente un univers riche, mais arrivé à la fin du long métrage, on a l'impression de l'avoir à peine survolé. Et quel dommage quand on a créé un tel univers de ne pas l'exploiter pleinement. Ici, on sent qu'il sert surtout à amener le propos du film sur le rejet des différences. En comparaison, on peut penser à Zootopie. Même si là aussi on a envie d'en voir plus, le film est déjà généreux en lieu et en décor, et ça n'a pas du tout entravé l'histoire. Zootopie parvient à aborder des thématiques importantes, d'ailleurs très proches de celles d'Élémentaire, tout en explorant plusieurs zones et personnages dans cet univers. Et en parlant de personnages, c'est peut-être l'autre point qui pêche pas mal dans Élémentaire. Pixar est habituellement très fort pour rendre attachant n'importe quel type de personnage. Des jouets aux voitures en passant par des poissons, tant que le film est bien fait, la forme que prennent les personnages n'a finalement pas tant d'importance. Mais ici, ça ne prend pas autant. On pourrait se dire que c'est à cause de ce concept d'éléments, on a des personnages moins incarnés, moins définis et donc peut-être moins attachants. Mais je pense que les persos ne sont tout simplement pas assez développés. Leur traitement reste un peu trop simple et la romance entre les deux protagonistes devient vite prévisible. Ainsi, Élémentaire n'est pas loin de remettre Pixar sur les rails. On a un bel univers, une belle thématique, mais tout le reste n'est malheureusement pas au niveau pour en faire un grand film. Si Pixar a du mal à développer un nouvel univers, peut-être qu'il est temps de développer l'un de ceux qu'ils ont déjà. On le sait maintenant, Pixar va se sécuriser un succès de temps en temps en proposant une suite à un de leurs grands films. On va avoir du Toy Story 5 en 2026, du Indestructible 3 en 2027 et même un Coco 2 en 2029. Mais nous on en était à 2024 avec donc la sortie de Vice Versa 2. Un immense carton, 1,7 milliard au box-office mondial, ça devient le film d'animation le plus rentable pour le studio, mais... pour moi, ce n'est toujours pas le comeback de Pixar. Je ne vais pas développer sur Vice Versa 2 dans cette vidéo, j'ai prévu de le faire dans une future vidéo, peut-être la prochaine d'ailleurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que pour vraiment revenir à du grand Pixar, il va falloir nous saisir avec une histoire complètement nouvelle. Alors à la suite de Vice Versa 2, Pixar se met également à sortir des séries sur Disney+. On a Rêve Productions en fin 2024, série pour laquelle j'ai déjà consacré une vidéo complète, et on a Gagné ou Perdu sorti en début 2025. Des séries en soi agréables à regarder, mais qui là encore changent un peu l'image du studio. Pixar pour beaucoup c'était un grand film d'animation qui sort dans l'année, qui nous marque, et puis rendez-vous à l'année prochaine. Maintenant on peut consommer du Pixar de manière plus abondante comme tout autre contenu voué uniquement à du divertissement. Le règne de l'excellence chez Pixar semble vraiment s'éteindre à petit feu. Et voilà que nous arrivons en juin 2025 et 2 ans après Élémentaire, Pixar nous sort enfin un nouveau film original, Elio.
Avant d'entrer dans l'analyse, précisons que je ne vais rien spoiler sur le film, je vais juste vous redonner le contexte de quoi ça parle. Dans ce tout nouveau Pixar, on découvre donc Elio, un jeune garçon passionné par l'espace et les potentielles formes de vie qui s'y trouvent. Un beau jour, ou peut-être une nuit, Elio aperçoit quelque chose d'étrange dans le ciel, il se fait aspirer et le voilà plongé parmi des milliers d'extraterrestres. Dans cette nouvelle communauté, il va devenir malgré lui l'ambassadeur de la Terre et il va se lier d'amitié avec un extraterrestre, on pourrait dire mignon. Viens dans ma bouche. Alors on pouvait craindre le pire pour ce film qui a eu un développement quelque peu mouvementé. On le rappelle, il était à la base prévu pour mars 2024, mais plusieurs changements ont été opérés, notamment au niveau de la réalisation. Adrian Molina a dû partir en cours de route pour se concentrer sur la suite de Coco. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'ailleurs? Et il a donc été remplacé par Domichi et Madeline Sharafian. Ce changement a dû entraîner, j'imagine, pas mal de réécriture au niveau du scénario. Alors malgré ce contexte laborieux, est-ce que Pixar a réussi à nous sortir une vraie pépite comme au bon vieux temps? Et malheureusement non. Elio est un film très mignon dans lequel on ne s'ennuie pas, mais qui je pense sera vite oublié. Voyons pourquoi. Au début du long métrage, on s'attache assez vite au personnage d'Elio. On retrouve la qualité d'animation et la beauté propre à Pixar, ça bouge pas, chaque plan est vraiment travaillé et joli. Et ça fait bien sûr plaisir de découvrir des nouveaux personnages dans une nouvelle histoire originale. Et puis l'intrigue se développe rapidement, trop rapidement même, et tout s'enchaîne un peu trop vite pour vraiment avoir le temps de s'impliquer dans l'histoire. À peine on découvre ce communiverse avec tous ces aliens que direct on nous pose des nouveaux enjeux, Elio transite d'espace en espace et le film devient rapidement juste une aventure spatiale amusante. Et là-dessus, pas de soucis, le film est vraiment divertissant, il y a un tas de bonnes idées, l'humour est bien dosé, je pense que les enfants vont passer un très bon moment devant ce film. Mais là il s'agit de Pixar, un studio connu pour parler autant aux enfants qu'aux adultes. Et ici malheureusement le film ne parvient jamais à créer un vrai impact au niveau des messages et de l'émotion. Il cherche à parler de solitude, de trouver sa place dans l'univers, mais il ne rentre pas en profondeur dans ces sujets. On a des beaux moments et même quelques références à des films de SF qui sont très sympas, mais on ne reçoit jamais la claque que Pixar a su nous donner tant de fois auparavant. Ce qui fait que pour un film original, il ne l'est finalement pas tellement. Et l'ironie c'est qu'ils se sont embêtés à imaginer tout plein de créatures et tout plein de décors créatifs pour nous en mettre plein les yeux quand on est dans l'espace, mais comme tout est survolé si rapidement, j'ai presque passé un meilleur moment dans les scènes qui se déroulent sur Terre. Elio et son pote le tardigrade sont très attachants et d'ailleurs c'est fort de réussir à rendre aussi expressive une créature qui n'a pas d'œil, mais le film nous laisse avec un goût de trop peu. Et je pense, et c'est même presque sûr, que les chamboulements durant la création du film ont eu un sale impact sur celui-ci. Donc non, hélas, Elio ne sauvera pas Pixar pour cette année et j'ai bien peur qu'il se plante au box-office, ce qui conforterait le studio dans la sécurité des suites à succès. Il ne nous reste plus qu'à reposer nos espoirs sur les quelques films originaux annoncés avec Hoppers en 2026 et Gâteau en 2027. Celui-là étant d'ailleurs réalisé par Enrico Casarosa à qui on doit Luca. Mais je reste quand même sceptique sur l'avenir de Pixar quand je vois que les réalisateurs les plus chevronnés ont été placés sur les suites. Alors oui, en général, le studio arrive à rester solide même sur ses suites et j'ai bon espoir que Toy Story 5 sera excellent. Mais pour un studio qui a su par le passé être si créatif, c'est vraiment dommage de rester dans sa zone de confort. J'espère que cette vidéo vous a plu, 2025 ça me semblait être la bonne année pour faire cet état des lieux sur la trajectoire récente de Pixar. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de l'évolution du studio, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pas. Je vous recommande cette vidéo qui analyse la trajectoire d'un autre studio, en l'occurrence vous l'aurez sûrement reconnu, c'est DreamWorks. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine.